Compter de mes 10-12 minutes. Non, vous avez tout le temps. D'accord. Le premier intervenant vous a fait un trésor de temps. Vous pouvez utiliser à vous. D'accord. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier au nom du Conseil de l'Europe pour l'invitation à la 3e conférence des présidents de REFRAM. Comme je l'avais souligné lors de la 2e conférence tenue à Bruxelles, la coopération entre le REFRAM et le Conseil de l'Europe est importante parce que notre vocation est la même, celle d'œuvrer à la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe est une organisation composée uniquement des États de l'Europe et à l'heure actuelle, elle compte 47 États membres. Mais comme la démocratie et la lutte pour le respect des droits de l'homme ne connaissent pas et ne devraient pas avoir de frontières, ces dernières années, nous sommes de plus en plus présents en dehors de l'Europe et nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre soutien et, j'ose le dire sans aucune fausse modestie, notre unique expertise dans le domaine de la protection des droits de l'homme et du développement de la démocratie. En dehors de l'Europe, nous avons des activités de coopération avec le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, le Tadjikistan et le Kazakhstan, et j'espère que cela ne s'arrêtera pas là. Je vous en dirai un peu plus ultérieurement. La liberté d'expression, en particulier le droit de chercher, de transmettre et de recevoir des informations, et son corollaire, la liberté des médias, sont indispensables pour garantir une démocratie et font partie des droits fondamentaux pour chacun d'entre nous. Pour le Conseil de l'Europe, ce droit est la base de l'existence d'une société démocratique. La liberté d'expression est, comme vous le savez, protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'instrument sur lequel est basé tout le travail du Conseil de l'Europe, et interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 10 de la Convention comprend 2 paragraphes autour desquels les normes du Conseil de l'Europe sont basées. Ces normes ont soit une obligation à valeur juridique pour les États membres, ce qui est le cas avec les conventions, soit elles sont juridiquement non contraignantes, comme par exemple les déclarations ou les recommandations. Les normes du Conseil de l'Europe dans le domaine des médias sont également reconnues par l'Union européenne et font partie de leurs critères politiques pour l'adhésion d'un pays à l'Union européenne. La promotion du respect de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme a été identifiée comme une priorité pour 2012-2013 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc les médias continuent à représenter un sujet d'une très grande importance pour le Conseil de l'Europe. Le droit à la liberté d'expression et d'information reconnu par l'article 10 comprend entre autres la liberté de communiquer des informations et des idées par le moyen de la radiodiffusion. Mettant en exergue le rôle important que les médias du secteur de la radiodiffusion jouent dans une société démocratique, au fil des années, le Conseil de l'Europe a élaboré tout un corpus de normes sur l'indépendance et les fonctions des autorités de régulation. Je ne vais pas les énumérer tous, vous les connaissez sans doute et vous pouvez également les trouver sur notre site. Je vais seulement citer un des premiers textes juridiques à ce sujet. Il s'agit de la recommandation 23-2000 concernant l'indépendance et les fonctions des autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion. Comme vous pouvez le constater, le texte date de l'an 2000, mais il est toujours pertinent et d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que le développement technique et économique ont un grand impact sur le rôle des autorités de régulation et demandent leur adaptabilité à des changements et évolutions. Mais le rôle des autorités de régulation, décrit dans la recommandation, est toujours le même, celui d'assurer un large éventail de moyens de communication indépendants et autonomes, permettant de refléter la diversité des idées et des opinions. Dans ce processus, chaque État, selon ses traditions démocratiques et culturelles, peut mettre en place des autorités de régulation d'une manière différente. Ce qui importe pour le Conseil de l'Europe, c'est que l'indépendance et la transparence soient assurées et que les fonctions et l'indépendance des autorités de régulation soient définies par un cadre législatif qui est en conformité avec nos normes. À ce sujet,
Le Conseil de l'Europe propose de lignes directrices concernant le cadre législatif, la nomination, la composition et le fonctionnement des membres, l'indépendance financière, le pouvoir et la compétence dans l'octroi de licence et la responsabilité. Les détails se trouvent dans le texte de la recommandation. Je vais maintenant revenir sur le titre de notre conférence, les défis de la démocratie et de la transition numérique par rapport aux autorités de régulation. Il est évident que les évolutions de la technologie numérique offrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la communication et peuvent avoir un certain impact sur le paysage audiovisuel, tant du point de vue du public que de celui des radiodiffuseurs. Il est aussi évident que la transition vers l'environnement numérique présente des avantages mais également des risques. Il est donc nécessaire de la préparer de manière adéquate dans l'intérêt du public, dans l'intérêt des radiodiffuseurs et également dans l'intérêt de l'industrie audiovisuelle dans son ensemble. Dans ce sens, le Conseil de l'Europe a adopté un certain nombre d'autres instruments juridiques et le dernier en date est la recommandation sur une nouvelle notion des médias qui est en quelque sorte la compilation de précédents textes. Cette recommandation, entre autres, développe les critères d'identification des médias. Donc, par ce fait, suit le mouvement technologique qui est, nous en sommes tous conscients, très rapide. La recommandation a été adoptée en 2011. La recommandation dit qu'en dépit des changements de leur écosystème, le rôle des médias dans une société démocratique, même avec des outils supplémentaires tels que l'interaction et la participation, n'a pas changé. Les médias sont là dans l'intérêt public. Et la liberté d'expression, l'accès à l'information, le pluralisme des médias, la diversité culturelle, la protection des mineurs et de la dignité humaine, la protection des consommateurs et de la vie privée, la protection des minorités nationales, l'égalité des sexes et la lutte contre l'exclusion doivent être assurées dans cette nouvelle ère. La recommandation souligne également que dans ce processus, un rôle très important jouent les médias de service public. Ils devraient assurer des contenus de qualité, fiables et divers. Ils devraient être indépendants, autonomes et continuer à prévenir le risque d'utilisation abusive du pouvoir des médias dans une situation où, parallèlement à la multiplication du nombre des chaînes dans l'environnement numérique, la concentration des médias continue de s'accélérer, ce qui est contraire à la promotion du pluralisme des médias, qui est une des garanties de la démocratie. Cette situation s'est malheureusement produite dans un certain nombre de pays, et le Conseil de l'Europe, par le biais de ses activités de coopération, essaie d'apporter son assistance aux pays-là où partout un tel besoin existe. Au début de mon intervention, je vous ai dit que dans le cadre de notre politique de voisinage, nous étions en train d'élargir notre champ géographique et que nous avions et envisageons d'avoir des activités en dehors de l'Europe. Au mois d'avril, cette année, en coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons organisé en Tunisie un séminaire intitulé « Échange sur les garanties normatives et institutionnelles de la liberté d'expression ». Lors de ce séminaire, les actions à suivre ont été identifiées et par la suite, nous avons développé un projet détaillé que nous avons soutenu aux différents donateurs. Je sais que l'OIF a signé un protocole d'appui avec la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle de Tunisie pour soutenir leur plan d'action stratégique et j'espère que nous aurons, comme dans le passé, des activités communes une fois notre projet approuvé. Nous sommes également présents au Maroc et j'espère que nous aurons un projet détaillé pour ce pays également. Nous avons des activités de coopération dans l'Europe du Sud-Est, dans le Caucase du Sud, dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais si vous voulez en savoir plus, je serai à votre disposition pour vous répondre. Pour appuyer ce que je viens de dire sur notre élargissement géographique, j'ai apporté avec moi quelques exemplaires sur la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres brochures qui sont traduites en arabe par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous pouvez les prendre après si vous voulez. Donc la Cour européenne des droits de l'homme veille au respect des droits fondamentaux de chacun d'entre nous et par sa jurisprudence aide les États membres de développer les mécanismes de protection de ces droits. Donc en l'occurrence,
Chaque citoyen de l'Europe, s'il pense que ces droits cités dans la Convention ont été violés, peut s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme. En titre d'exemple, entre 1992 et 2012, quelques 10 000 plaintes concernant l'article 10 ont été déposées à la Cour. Cela ne veut pas dire qu'ils sont tous acceptables ou qu'il y a des violations forcément. Par contre, entre 1959 et 2012, il y a eu 512 arrêts de la Cour où la violation de l'article 10 a été constatée. Je n'ai pas des statistiques en ce qui concerne la radiodiffusion, mais dans ces arrêts sur la radiodiffusion, la Cour se réfère régulièrement au principe de pluralisme, dont l'État est le garant ultime, et souligne que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels, dont les problèmes sont souvent diffusés très largement. En conclusion, et pour répondre par une phrase à la question quelle est la position des organisations internationales par rapport à la place des institutions de la violation face aux défis de la démocratie et de la transition numérique, en ce qui concerne le Conseil de l'Europe, donc l'organisation que je représente, traditionnel et nouveau, les médias étaient et devraient continuer à être le chien de garde de la démocratie, et les autorités de régulation devaient faire en sorte que cela reste ainsi. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. J'espère que le débat va être très long. Et si je suis en mesure de le faire, je répondrai volontiers à vos éventuelles questions. Merci.